Ça semble Ah là là, justifié, vraiment, mais... Oh là là. ne mettez plus cette C'est rubrique trop à Canal tentant le Matin, mettez matin. ça vers midi parce que Oui. directement, on perd la vigilance, Mais on perd l'inspiration ça nous donne aussi avec une un idée, très beau plat. pour le menu de la semaine. Non, Qu'est-ce mais que vous façon en de dites? parler, hein, tout à On peut fait. remplacer les frites plantains par des bâtons de manioc. Et ça Ça serait inspire bien. les mamans qui nous regardent le matin avant d'aller au marché. Donc, Maman Alice Ewonet du côté de Yaoundé, Miss One, du bon haricot blanc, hein, ce serait ça, avec le concours de nos partenaires de la Minute Gourmande encore ce matin. C'est un régal en tout cas. Ouais, c'est clair, tout à l'heure on l'a dit, le fameux « je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire ». Ça fait rigoler, pourtant le papy se plaignait, oui, de cette pénombre qui n'a fait que trop durer dans la capitale politique du pays, plongeant pas mal de quartiers dans le noir. À qui la faute finalement? À cause de l'Énéo. À cause de... C'est ce qu'il dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. En tout cas, à qui la faute? Il est là pour nous répondre à cette question. Monsieur Patrick Christian D'abord, c'est le regard sur l'actu. Bonjour Patrick Christian. Bonjour Patricia. Quel plaisir de vous avoir. Oui, c'est un plaisir partagé. Bonjour aussi à Aimé. Bonjour à nos téléspectateurs ce matin, un début de semaine dans la pluie, comme c'est déjà sous la pluie, comme c'est déjà l'habitude à Douala. Mais c'est un plaisir de retrouver nos téléspectateurs et puis de repartir avec un nouveau regard sur l'actu ce matin. C'est clair, vous le savez, la pluie du matin n'arrête guère le pèlerin que vous êtes là pour le bonheur des téléspectateurs, coûte que coûte, vaille que vaille. On l'a dit, donc Yaoundé qui est dans le noir, ça fait vraiment pas plaisir d'être à la place des résidents de Yaoundé en ce moment, Patrick Christian. Oui, effectivement. D'ailleurs, pour y avoir fait un tour ces derniers temps-ci, pendant cette période-là, c'est pas guère d'être résident dans certains quartiers de la ville de Yaoundé. Effectivement, c'est une problématique qui s'invite au quotidien, presque de manière obligatoire de ces citadins. Si l'expression yaoundéen est de mise, on le dira ainsi. Il ne fait pas très beau d'être résident de certains de ces quartiers parce que, figurez-vous, depuis le 7 août dernier, mercredi dernier, c'est une situation assez difficile, il faut le reconnaître, pour nos compatriotes qui sont dans la capitale de notre pays. C'est vrai que la question de délestage, on avait déjà fini par faire entrer cette question-là dans le quotidien de nos concitoyens. Yaoundé, depuis même la vieille époque, n'est-ce pas, de la défunte Sonel, on est passé par AES, aujourd'hui on a Enéo qu'on croyait être la nouvelle énergie pour justement donner une lueur d'espoir à cette électrification dans notre pays. Et donc, on avait fini par prendre ces formules de délestage comme étant quelque chose de tout à fait normal. On s'y habituait même, hein, peut-être pas à la même fréquence que cela se produit depuis le 7 mai dernier, mais il n'y a pas que Yaoundé. Douala même aussi a son lot de formules de délestage. Et plus encore, il n'y a pas que ces grandes métropoles. L'arrière du pays, on a même parfois eu des mouvements d'humeur. On se souvient bien que dans cette situation-là, on en a eu un peu plus. On se rappelle en 2018, c'était autour de juin notamment, ce mouvement d'humeur qui avait quand même fait beaucoup de bruit du côté de Bertois. Il n'y a pas que Bertois, à l'est là-bas, on avait eu à Bomban où les populations avaient carrément à un moment donné bloqué la nationale par rapport à l'énergie. Batouri a eu son lot de contestations. Quittons de la région de l'Est que nous affectionnons particulièrement pour se rendre dans d'autres localités, même dans la Damawa, et bien d'autres encore sur l'étendue du territoire, où la question de l'absence d'énergie prolongée a souvent fait frôler le pire. Et on se dit donc qu'il n'y a pas que Douala et Yaoundé qui avaient ces situations. Et Yaoundé particulièrement aujourd'hui vit une situation qui est assez difficile parce que quand même c'est le siège des institutions. C'est la vitrine, quelques-uns ont envie de dire, de notre pays. Et la situation qui relève, d'après les données qui ont été rendues publiques et la communication gouvernementale, qui relève d'un incident, un incendie, est peut-être une question qu'on peut ranger dans le cadre d'incidents, on va dire, naturels. Certains disent imprévisibles, même si le débat sur la capacité à prévoir ou à réagir est de mise. Mais ce qui est certain, c'est que cela ne nous empêche pas de rester avec cette image de notre capitale qui broie du noir. Et lorsque Yaoundé broie du noir, on ne dira pas comme d'autres que le Cameroun étouffe, mais on se dira tout de même que c'est avec un impact sérieux sur non seulement le quotidien des populations, les chiffres sont encore en débat, certains parlent de 60% des zones qui ne sont pas électrifiées, d'autres parlent de 35, de 25. Le problème est celui de savoir si des compatriotes ne sont pas suffisamment en difficulté par rapport à cette situation. Sur le plan économique,
Allez donc voir ce que cela coûte à un certain nombre d'opérateurs, fut-il de la très petite zone, encore qu'ils ne sont pas les seuls à être victimes. Allez voir ce que cela coûte aux ménages. N'évoquons pas la question de la promiscuité qui va s'ajouter au caractère ténébreux de cette situation pour davantage élever le risque, soit d'agression, soit de vol, qu'on connaît souvent très en activité pendant ces périodes-là. Et donc, on a une situation qui nous est présentée comme étant, c'est vrai, un incendie, personne ne le niera parce que tout au moins visiblement c'est fait, mais au-delà de l'incendie, on parle d'un certain nombre de matériels qui auraient subi les foudres de ces flammes-là. Et les foudres de ces flammes qui plongent donc la capitale, tout au moins dans ce centre de production, notamment le bureau de recherche géologique et minière, situé du côté de Mélène. Vous qui y allez souvent, Aimé Moukoko, vous savez très bien que ce bureau, ce poste de production est perché quelque part du côté de Mélène là-bas et qu'il alimente une bonne partie de la ville de Yaoundé. Donc, a donc subi ces affres. On parle de cellules qui auraient donc été finalement prises sous les flammes. Mais le plus important, lorsqu'on a fini de faire ce constat, c'est de nous dire, avait-on la possibilité de faire autrement? Comment réagit-on par rapport à cette situation-là? Et pourquoi on a l'impression d'être impuissant par rapport à une situation comme celle-là? Et l'impuissance est même, excusez du peu, analysée par quelques-uns comme pouvant aller dans deux sens. Soit nous avons l'incompétence, soit nous avons la conspiration. Encore la conspiration, un mot qui est de plus en plus utilisé dans le jargon sociopolitique au Cameroun au regard des multiples crises que nous vivons. Et donc malheureusement, le constat qui se dégage, c'est celui de cette capitale, le joyau de nos institutions, qui broie du noir et qui finalement ne donne pas d'éléments d'attraction en ces moments-ci. Et dire que nous sommes dans le challenge d'organiser le CHAN en 2020 et ensuite la Coupe d'Afrique des Nations glissée en 2021. Alors, c'est clair qu'on revient toujours au même corollaire, mais on se demande, moi j'ai vécu la scène 2 fois de suite, je ressors d'ailleurs de Yaoundé, c'est loin d'être quelque chose de très plaisant. On en rit peut-être, on essaie de caricaturer ce phénomène, mais malheureusement, pour le cas des hôpitaux, pour les petits districts dans les quartiers où on n'arrive plus à sauver des vies comme c'est le cas, j'ai vu une situation très délicate et on se demande, même s'il fallait faire autrement, est-ce que réellement le fait que ce soit Yaoundé peut bouger les lignes et que peut-être le réseau électrique s'étende vers d'autres régions, pour suivre mon regard? Alors, on ne dira pas de la posture du chef de l'État qu'il ne s'en est souvent pas préoccupé, parce que pour le cas de Yaoundé, il nous a été clairement dit par le gouvernement que le chef de l'État a donné des instructions pour la rationalisation, le retour à l'immédiat, même si les délais annoncés de 7 jours par le chef de l'État semblent ne pas être les mêmes dans la série de communications qui s'en suivent, avec quelque peu dans la stratégie de communication comme une préparation psychologique des populations à s'en tenir au fait que les 7 jours prescrits par le chef de l'État ne seront forcément pas respectés, avec donc d'autres mesures qui seront prises ou bien des communications qui seront annoncées le moment donné lorsque les 7 jours ne seront pas respectés. En tout cas, chacun peut avoir sa grille de lecture de ce style de communication, mais toujours est-il qu'on a conscience de ce que très souvent même des instructions ou même un certain nombre d'initiatives sont prises, et parfois par la plus haute autorité de l'État. Mais le plus difficile, c'est de voir comment cela est implémenté sur le terrain. Et vous avez raison de dire, cette rationalisation annoncée, et qui est même déjà effective, de l'électricité, après avoir justement basculé sur d'autres centres de production existants dans la ville de Yaoundé, n'arrive justement pas à satisfaire la demande, qui elle-même était déjà en situation de déficit en temps de fonctionnement global de tous ces centres de production de Yaoundé. Et donc, on peut revenir, lorsqu'on questionne cette situation, sur encore cette idée de conspiration, avant de revenir sur d'autres effets, d'autres éléments qui peuvent être liés à une situation aussi difficile que celle-là. Et bon, lorsque vous voyez dans un passé très récent, dans une actualité très récente, le type de situation que nous vivons après l'incendie déclaré à la Sonara, après les blocages que quelques-uns ont appelés comme l'étouffement de la ville économique qu'est Douala et la pénétrante Est, on avait déjà dans cette situation-là des prémices de ce que nous avons une série de situations qui sont quand même questionnables. Vous avez la Sonara, vous avez la pénétrante Est, et bon, les débats sur l'indemnisation de Camra nous ramènent beaucoup plus aux mauvais souvenirs de 2016 que sur la question matérielle. Et on s'interroge finalement de savoir,
est-ce que nous avons suffisamment gagné en nous lançant dans la privatisation d'un certain nombre d'institutions à vocation hautement sociale, comme celle-là? Mais on va balayer ces aspects d'un revers de la main pour revenir sur la question de l'énergie. Pouvait-on faire autrement? Voilà la pertinence de votre question. Est-ce qu'il y avait la possibilité de faire autrement? Si nous ne répondons pas à cette question ce matin, on peut tout au moins dire qu'il y a soit des transformateurs, des cellules qui ont justement été sous le feu de ces flammes-là, et se demander si on n'avait pas des signaux avant que cela n'arrive. Était-il possible d'envisager au regard de la capacité de production, la densité de production, la durée de vie, qu'on pourrait aller vers cela? Y a-t-il des mécanismes de gestion ou tout au moins d'appréciation de ce qui pourrait arriver? C'est vrai qu'un incendie peut faire partie des choses imprévisibles, mais au-delà, a-t-on suffisamment de mécanismes pour gérer la réaction quand elle arrive? Et c'est en cela qu'on peut aussi questionner les stratégies qu'on met en place pour alimenter en énergie nos cités. On parle d'énergie renouvelable, on parle d'autres options. Pourquoi sommes-nous toujours dépendants de ces mécanismes-là et avons-nous suffisamment d'options pour réagir de façon adéquate et ne pas attendre forcément des délais très longs lorsque ces situations se produisent? Parce que pour que ça arrive, ce n'est pas là le plus difficile. Mais le plus difficile, c'est de voir les populations être obligées de supporter longtemps avant qu'une solution soit trouvée. En tout cas, on a l'impression de poser les mêmes questions pour les mêmes problèmes déportés sur d'autres domaines de la vie. Mais on se bat comme on peut, hein. On adore le Cameroun et on fera tout pour ne pas taire, pour plaire. Et le cas d'Yaoundé, d'ailleurs, je suis certain que toutes les personnes qui sont là-bas actuellement essayent de s'accommoder au quotidien. Mais ça ne nous a pas empêché de faire la fête avec monsieur et madame Kepseux. Il est en ce moment en voyage de noces, je ne sais pas où. Nelly et Armand, maître, sentez-vous saluer ce matin. Mais faites quelque chose pour que ça change aussi. Hein. Et au rang de plan B, on a justement les énergies renouvelables, énergie éolienne, énergie photovoltaïque, panneaux solaires, et il y en a toute une panoplie. Pourquoi ne pas y penser? Patrick Christian d'abord, vous connaissez peut-être des gens Hudes, des Calmins, peut-être. Calmins. Hudes, Calmins. Des gens. Des Hudes, moi et Calmin, des gens, il y en a certainement à profusion. En tout cas, bonne fête à tous ceux qui portent ces prénoms. Voilà. Allez, la suite, c'est un petit air musical avant de recevoir monsieur Marop André Mirabeau. C'est clair que, bon, voilà, ça arrive pas tous les matins qu'on sape un peu, on imite les autres. Et clin d'œil au sous-préfet de Dizanguet, Jean-Jacques Nan, que j'apprécie particulièrement. Et puis, mon grand ami du côté de Pouma, sous-préfet aussi, qui lui s'est donné à faire un peu de vélo de temps en temps. C'est pas mal, tant mieux à Franck et Béna. Vous connaissez cette chanteuse, vous adorez ses chansons. On va d'ailleurs lui faire un clin d'œil ce matin en lui souhaitant prompt rétablissement. Ainsi que Admat Zambo, Marthe Zambo et les autres artistes, entre autres. Merci et voilà, au ministère des Arts et de la Culture pour ce geste salutaire à l'endroit de notre maman Guéa, Marthe Zambo. Vraiment, merci. Si ça pouvait continuer ainsi, ce serait vraiment bien. Alors, peut-être, je ne sais pas si ce sera le sujet de mercredi, sans vraiment polémiquer. Nous, c'est une façon d'accompagner l'artiste. Apprécier la promptitude par rapport à ces artistes, mais aussi rendre un hommage à un aîné de la presse qui nous a quittés, conduit à sa dernière demeure. Jean-Baptiste Sipa, samedi dernier, conduit à Bayangam. C'est un modèle pour notre métier, en tout cas pour le combat qu'il a mené, et nous lui souhaitons justement que la terre de ses ancêtres lui soit légère. Allez, merci encore, monsieur Ndobo. Maman Guéa, pour dire pour l'établissement davantage sur Canal Matin. Bébamboba.